bonjour à tous déjà. Je suis ravie d'animer cette table ronde autour de ce nouveau concept, effectivement, marketing. Moi, j'aime bien les nouveaux concepts parce que déjà, ça fait savant, responsive retail, responsive experience. Et surtout, comme c'est nouveau, on peut y mettre finalement la définition qu'on a envie, être créatif derrière cette approche. Et on va être à la fois créatif, mais aussi très concret. Dans cette table ronde, puisqu'on va pouvoir partager avec vous des exemples très opérationnels de réalisation et d'optimisation en termes de responsive retail et responsive experience. Alors moi, ça me parle parce que chez Publicis Shopper, on essaye de comprendre les parcours d'achat, de décrypter pour pouvoir identifier les bons points de contact, démultiplier tous les leviers d'influence pour transformer l'achat. Et néanmoins, on fait face à une problématique, c'est comme l'a dit Google dans plusieurs de ses études, il y a autant de parcours d'achat que de consommateurs. Et donc finalement, le responsive retail et responsive experience pourrait être une des solutions à cette complexité des parcours d'achat, puisque on va dire que responsive retail, c'est un commerce qui devient totalement protéiforme, qui va s'adapter aux attentes, au contexte du consommateur et qui va être un peu partout. On va le voir très très concrètement avec Valérie Dacier de Comptoir des Cotonniers. Et puis la responsive expérience, ça serait l'expérience qui s'adapte à finalement à qui je suis, où je suis, dans quel contexte je suis, et qui me permet, en tant que marque ou enseigne, de m'adresser à mes clients de façon extrêmement personnalisée. Donc, je remercie donc les trois participantes. Comme vous l'avez remarqué, nous sommes une table ronde 100% féminine après une table ronde 100% masculine. J'en suis ravie. Moi aussi, moi aussi. Bravo. Avec autour de cette notion de responsive retail, responsive experience, donc vont intervenir Stéphanie Charlex, directrice du développement digital de Air France, Valérie Dacier, directrice CRM et digital Comptoir des Cotonniers, et Véronique Blondel, directrice marketing IBM Softwares. Alors, sans plus attendre, car je crois que Comptoir des Cotonniers a fait du responsive retail sans peut-être le savoir, en tout cas en inventant le fast shopping, puisqu'en mai dernier, Comptoir des Cotonniers a ouvert 10 000 boutiques en une nuit. Valérie, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette expérience et le contexte, d'où vous est venue cette idée? Est-ce que ça répondait à des attentes de clients? Alors oui, donc en mai dernier, Comptoir des Cotonniers a lancé 10 000 boutiques en une nuit. Donc on a fait une phase de teasing qui a été plutôt remarquée, puisque c'était quand même étonnant. On se posait la question de savoir quelles étaient ces 10 000 boutiques. En fait, le principe, c'est ce qu'on a appelé le fast shopping, c'est de se dire que tout peut devenir une boutique. Donc d'où ça vient? Ça vient d'un constat qui est clair, en tout cas, constat des femmes d'aujourd'hui qui sont en manque de temps et en manque de mode. On s'est dit qu'il y avait deux éléments très forts dans la société d'aujourd'hui qui étaient la notion d'instantanéité. Quand je regarde mes enfants et leur volonté instantanée d'avoir les choses, je me dis qu'il y a une vraie tendance de fond là, première chose. Et deuxième chose, c'était l'avènement du mobile, qui aujourd'hui, pour les retailers que je représente, est fondamental dans le process d'achat de demain. Donc on est parti de ces deux grandes notions. Et on s'est dit quel est le service client qu'on pouvait offrir à nos clientes qui répondait à ces deux besoins fondamentaux de la société. Et on est arrivé sur le fast shopping. Donc en quoi ça consiste? Ça consiste à finalement, avec une application tierce qui s'appelle POATAG, de pouvoir acheter directement via son mobile en utilisant un QR code. En scannant ce QR code, on arrive directement sur la page article du produit et en un clic, on a acheté. Donc c'est un process d'achat qui prend 20 secondes. Donc avec une vraie qualité d'achat. Donc ça, c'est la première innovation, c'est une vraie innovation en termes de qualité d'achat. Et la deuxième, c'était de se dire tout peut devenir une boutique. Donc on a transformé la ville en boutique en utilisant beaucoup de supports. On a eu des partenaires pour ça. Donc il y avait Albert de JCDecaux qui était à la conférence précédente qui nous a appuyé sur cette démarche-là. Donc on avait des abribus qui devenaient des boutiques, des flyers, des magazines, le L, le Stylist sont devenus des boutiques, mais également les taxis Uber, enfin les voitures Uber, oula, erreur fatale, les voitures Uber étaient transformées en boutiques. Et donc finalement on se dit que c'est plus la cliente qui fait la démarche d'aller en boutique, mais en l'occurrence c'est la boutique qui vient à la cliente. Et c'est absolument nouveau puisque que ce soit un site internet ou une boutique, jusqu'à présent, la cliente fait systématiquement la démarche. Là, on s'est dit, on va aller se mettre dans des endroits où la cliente perd son temps ou est en situation d'avoir envie de se faire plaisir de manière instantanée. Et tous ces supports qu'on a pu inventer, les tables de café aussi, c'était ces moments-là où la cliente pouvait se faire plaisir en toute facilité et sécurité, puisque l'application POATAG est 100% sécure.
génial, hein. Plus de problème de création de trafic pour un retailer, c'est quand même formidable. Peut-être on peut voir quelques images de l'expérience. On avait une vidéo. Ouais. And now, the official opening of Le Shopping. Shoulder and close your almond eyes. White feathers as a shelter. Now you're willing to take off. Teardrop on your shoulder. Whispers on your ear, new colors all over are only part of your dreams. Now a minute's cloud on the horizon. You'll reach to no home. The rising sun. Beaucoup de femmes souriantes dans le film, j'ai vu. Pas beaucoup de monsieur qui étaient en train de les cliquer, là. Voilà. On réserve ça pour bientôt. Voilà. Ah. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques retours d'expérience? Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a plu? Est-ce que justement d'utiliser son smartphone pour acheter en une seconde dans la rue, est-ce que ça plaît? Alors oui, ça a extrêmement bien fonctionné à différents niveaux. La première des choses que je voudrais redire avant d'aller au résultat, c'est que pour un retailer d'être capable de créer un réseau de distribution additionnel au coût finalement de la publicité, c'est-à-dire plutôt que d'investir sur une publicité institutionnelle, de la transformer en boutique, ça a évidemment un coût qui n'a rien à voir avec la création d'une boutique réelle, avec le prix au mètre carré que l'on trouve aujourd'hui dans les quartiers des centres-villes. Donc en termes de résultats, on a à la fois eu une campagne de publicité énorme, parce que je crois qu'il y a eu un vrai écho dans cette campagne avec des citations presse qui globalement disaient qu'on avait réinventé le retail, donc c'était pas obligatoirement notre objectif, mais on se dit qu'on va essayer de prendre le sujet et continuer dans cette direction-là. Le deuxième sujet, c'est l'appropriation par les clientes. On avait un écueil qui est toujours le même, qui est le téléchargement de l'application. Je crois qu'on a bien géré cette phase de teasing sur le nombre de téléchargements d'applications qui a été à peu près 3 fois plus élevé que celui qu'on s'était fixé en objectif. Et enfin, pour vous faire tous rêver, ceux qui font un tout petit peu de e-commerce, on a eu un taux de transformation qui est 6 fois plus élevé que le taux de transformation classique d'un site e-commerce qui est à une moyenne de 1%. Comme ça, je vous donne le taux de transformation directement. Voilà. Donc, c'est clairement une réussite. C'est une réussite par rapport au retour qu'on a eu des clientes qui nous ont témoigné un côté un tout petit peu irréaliste de la démarche, c'est-à-dire ce sentiment d'avoir acheté en ayant appuyé finalement que sur un bouton. Il y a un côté absolument grisant. Et donc, on a eu des témoignages de ce type-là, de clientes qui, en route sur leur week-end, en voiture, avec leur mari, lisaient le L et ont pu acheter leur dernière robe via le L alors qu'elles étaient en voiture. Formidable. Voilà, donc il y a un côté assez étonnant dans l'acte d'achat. Donc, les résultats sont hyper prometteurs. Et donc, on lance le 19 novembre prochain, donc mesdames, j'en profite, la campagne numéro 2, le Fast Shopping saison 2, où là, on va plus loin. On a créé un produit exclusif pour cette campagne-là. Donc, c'est la Mademoiselle Plume, qui est la doudoune connue de chez Comptoir des Cotonniers, qui est produit spécifiquement créé pour le fast shopping, qui ne sera achetable que par la fast shopping, avec une livraison avec notre nouveau partenaire Chronopost cette saison, en 24 heures. Voilà. Donc, on continue cette démarche. C'est une démarche qui est pérenne pour nous. Ça n'est pas un coup de pub. On m'a beaucoup posé la question. Ça n'en est pas un. C'est une croyance véritable que l'innovation doit être au service de la satisfaction de nos clients. Ça fait partie de la stratégie de notre groupe Fast Retailing auquel les deux marques appartiennent. Et donc, c'est une démarche dans laquelle on s'inscrit dans la continuité. Et Princesse Tam Tam, d'où
l'objectif pour les hommes Ah, enfin. vient certainement sur le sujet pour la Saint-Valentin prochaine. Ah, c'est parfait. c'est Voilà, parfait. et partant d'un insight que Valérie m'a confié, effectivement, les hommes n'osent pas entrer dans les boutiques Princesse Tam Tam pour offrir des cadeaux à leurs amoureuses. Et donc là, le fast shopping leur permettra aisément, où qu'ils soient, d'acheter en un clic via leur smartphone. Merci beaucoup Valérie pour ce témoignage. Je crois qu'il est intéressant effectivement de préciser que ce n'est pas un one-shot, c'est pas un coup RP, c'est vraiment dans une approche de démultiplier les formats de commerce pour s'adapter aujourd'hui au comportement des consommateurs qui sont effectivement toujours connectés. Et ça me laisse passer au sujet suivant, du responsive retail à la responsive experience. On doit bien évidemment apprendre à connaître ses clients, tout savoir d'eux, bien évidemment, collecter leurs data transactionnelles, ce qu'ils achètent chez vous, mais aussi leurs data comportementales, leurs data sociales. Et à partir de tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Donc là, je vais me tourner vers Stéphanie Charex de Air France, parce que chez Air France, on en collecte beaucoup de la data. Déjà, d'où elle vient cette data? Alors, on a 3 sources différentes de data. La source la plus basique, c'est quand un client nous fait un dossier de réservation. Mais au final, c'est déjà très riche en informations parce qu'on sait son parcours, son origine, sa destination, sa langue. Donc, on connaît déjà beaucoup sur le client. Après, notre plus grande richesse, c'est notre programme de fidélité. Donc, c'est un programme qui compte énormément d'adhérents. Dès que le client nous a donné son numéro de fidélisation, là, on passe à un domaine et une richesse de la data qui est beaucoup plus conséquente, puisqu'on est capable de connaître tout l'historique des voyages qu'il a fait avec nous, la cabine dans laquelle il a voyagé, donc savoir si c'est plutôt économie, business ou même first pour nos meilleurs clients. Également, on a toutes les informations sur son profil, donc ses données, ça peut être ses données de passeport, son âge, son adresse, donc énormément d'informations clients. Donc ça, c'est notre richesse historique et qu'on utilise beaucoup. Et puis, ces dernières années, avec tout le développement du digital, on enrichit énormément notre connaissance client avec tout ce qui est navigation sur le site. Donc, tout le web analytics. Donc ça, on s'appuie énormément sur le comportement du client sur le site, analyser tous les funnels dans toutes les fonctionnalités qu'on propose, parce qu'on a sur le site tout ce qui est le process de vente, qui est le principal levier et sujet pour nous, mais on a aussi énormément de fonctionnalités de service. Donc on peut s'enregistrer, on peut checker un aéroport, un plan d'aéroport. Donc on a énormément de services qui sont proposés et il est très important de savoir quels sont et quel est le comportement client vis-à-vis de tout ce qui lui est proposé et de sa navigation sur le site. Très bien. Et donc, à partir de toute cette connaissance client, est-ce que vous l'utilisez pour proposer des nouvelles expériences, donc faire du responsive experience, pour reprendre le thème de la table ronde? Oui, tout à fait. Alors en fait, on a différentes formes d'utilisation. La première, c'est quand le client, alors on a une utilisation basique, quand le client vient sur le site, là on peut le reconnaître sans même qu'il nous ait dit qu'il était sous forme de cookies. On est capable de lui dire son aéroport de départ préféré, donc de pré-remplir la pick list de l'aéroport de départ. On peut mettre le site dans la langue qu'il a l'habitude d'utiliser. Donc ça, ce sont des fonctionnalités un peu basiques. Mais à partir du moment où il s'est identifié, il s'est logué, là on a beaucoup plus de services qu'on offre aux clients. À savoir, donc dès la homepage, il aura accès à 3 types d'espaces. Un espace qui va l'alerter ou lui donner des informations sur tout ce qui peut manquer dans son profil client. À savoir, si on n'est pas à jour de son numéro de téléphone, on va l'alerter pour lui dire, là, en cas d'aléa, on ne pourra pas vous contacter. Ou si son passeport va arriver à expiration dans peu de temps, pareil, il aura une alerte dès la homepage. Donc ça, c'est un premier espace sur le profil client. On en a un deuxième sur tous ces voyages à venir. Donc pareil, aléa d'exploitation ou changement de programme pour un vol, il sera alerté. Ou au contraire, l'enregistrement est ouvert de la même façon, il sera tout de suite notifié et il pourra accéder en un clic aux fonctionnalités qui sont proposées. Et puis un dernier espace qui est lié à la fidélisation, donc pour tous nos clients fidélisés, là on lui pousse, on lui met en avant en fonction de son solde de miles, donc qu'est-ce qu'il peut utiliser, en quoi il peut utiliser ses miles, est-ce qu'il peut réserver une voiture pour un week-end ou une nuit d'hôtel, donc on lui met en avant des offres en fonction de la connaissance qu'on a de lui et de son compte.
Très bien, donc à partir de la data client et de cette connaissance, vous travaillez l'optimisation de l'ergonomie du site web et la façon dont vous allez pouvoir capter votre consommateur online. Et qu'en est-il quand il est en voyage, notamment avec son smartphone par exemple ? Alors le smartphone, donc avant d'être le smartphone, c'était juste nos téléphones portables, donc il y a plusieurs années déjà, mais déjà on était présent et on avait lancé l'application qu'on appelait le compagnon. Donc à l'origine, le smartphone c'était beaucoup plus pour accompagner le client, donc pas pour la vente, mais pour toute la partie service. Nous, donc Air France, on vend le voyage. Donc forcément, notre client, au moment où il bénéficie de son achat, il est en mobilité. Donc c'est très pertinent pour nous de l'accompagner, d'être présent. Donc historiquement, c'était par le téléphone portable et maintenant avec le smartphone. Donc c'est vrai que dans tout ce qui est développement de nos apps smartphone, on a mis en avant tout le servicing. On sait que parmi les fonctionnalités les plus utilisées sur le smartphone, c'est justement s'enregistrer, acheter un bagage supplémentaire, enfin tout ce qui est fait juste au moment du voyage où on n'a plus accès à un ordinateur fixe. Donc c'était l'axe historique et privilégié sur toutes les solutions mobiles. Mais depuis, on voit que tout est révolutionné, le comportement des clients aussi, donc on s'adapte, et entre autres la vente. La vente sur le mobile, ça devient, même si on n'a pas encore les mêmes taux de conversion que sur un ordinateur, ça devient vraiment un axe de développement fort. Donc ce qu'on met en avant, ce qu'on a lancé là depuis 1 ou 2 mois, c'est qu'on fait des pushs commerciaux sur les smartphones, donc ce qui est nouveau, parce que ce n'était pas un canal qu'on utilisait pour faire des pushs commerciaux. Et une autre solution aussi, on voit que la concrétisation de l'acte d'achat sur le smartphone, on n'a pas les mêmes taux de conversion. Alors, c'est lié au comportement, mais c'est aussi lié, c'est plus compliqué d'acheter, surtout quand c'est un billet avec une certaine valeur, d'acheter sur le smartphone. Donc, on offre la possibilité au client d'être multi-touchpoint. Il fait sa réservation, il bloque sa réservation sur le smartphone, il a 24 heures pour pouvoir payer par tout autre canal, donc ça peut être une tablette, un ordinateur, donc il peut retrouver sa réservation et la payer. Donc on essaye d'accompagner de plus en plus la vente sur les smartphones. Très bien, merci. Effectivement, je pense que c'est important, quand on parle de responsive experience, de penser continuité finalement de l'expérience et de la relation client. On la commence sur smartphone, on la termine sur le web. On ne considère plus en silo chaque point de contact, mais vraiment un point de contact les uns après les autres autour du même client. Véronique, IBM a un séminaire sur le marketing. Finalement, qu'est-ce que vous faites là en tant que partenaire solutions technologiques? Quel est le lien avec les directions marketing selon vous? Écoutez, depuis ce matin, finalement, ce qui me frappe, c'est que pour chaque intervention, ce qui sous-tendait, ce qui était faisable par le marketing aujourd'hui, c'était le socle technologique. Et il y a un chiffre tout simple à avoir en tête, c'est que d'ici à 2 ans, 50% de la dépense informatique sera à la main des patrons du marketing. C'est plus à la main de l'informatique, c'est à la main des patrons du marketing, donc de vous, de moi. Voilà, donc tout naturellement, IBM s'intéresse à cette fonction maintenant depuis quelques années. Et on s'est transformé bien entendu pour vous accompagner au mieux. D'abord depuis 3 ans, avec l'acquisition d'un certain nombre d'entreprises, de près d'une dizaine d'entreprises, tous et toutes leaders de leur marché, que ce soit dans le marketing multicanal, le web analytics, l'optimisation du marketing digital avec la dernière acquisition en date, Silverpop. Donc ça, depuis 3 ans, on renforce notre portefeuille d'offres logicielles de manière extrêmement importante. Et puis, on propose aujourd'hui des solutions informatiques simples à consommer. C'est-à-dire qu'on va chercher dans le cloud. Donc là, c'est des gros mots, je vous donne des mots IT, mais c'est ça aujourd'hui que le marketing. Et le marketing connaît ça, parce qu'il consomme différemment. Il achète quand il a besoin, il arrête quand c'est terminé. Donc voilà, la consommation de produits simples. Et puis un tout dernier pan, c'est notre réseau d'experts. Donc on devient même nous-mêmes une agence marketing. Voilà, donc quelques éléments pour vous expliquer pourquoi nous sommes là et ravis d'être là. D'accord, c'est ce qui nous fait un peu peur à nous, mais on va essayer de travailler ensemble. Est-ce que vous auriez quelques chiffres sur notamment le poids de la big data, puisque vous accompagnez notamment Air France, mais d'autres clients, sur ces analyses de data et leur impact notamment sur le marketing?
Oui, alors quand je vous ai parlé, quand on a préparé cette table ronde, je vous ai dit effectivement que voilà, nous on fait de l'IT, des chiffres, on en a beaucoup. Alors j'en ai juste extrait quelques-uns pour illustrer ce dont on a touché du doigt là avec les interventions de mes deux camarades, qui est la data. On n'a pas dit le mot big data, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est devenu la data. Parce que l'idée, c'est de se dire quelles sont les sources données que je vais tenter de capter, que je vais tenter d'analyser, et d'arrêter de parler de big finalement, parce qu'on s'y perd. Donc là, on se concentre sur certains domaines de la data. Alors pour en venir à votre question, quelques chiffres, comme ça c'est de la matière à tweet, alors préparez-vous. Oui, alors j'ai mes petites notes, parce que moi je m'en souviens jamais. Des données générées par jour, 2,5 000 milliards. 2,5 000 milliards de données générées par jour, c'est juste phénoménal. Je ne sais pas combien de zéros il y a derrière le 10 puissance. En 2020, les analystes disent qu'il y aura plus de données sur Terre que de grains de sable sur la planète. Jolie celle-là. C'est pour étudier. J'aimerais bien compter tous les grains de sable. Ça serait une tâche intéressante. Quoi d'autre? Alors, non, des choses toutes bêtes. Par exemple, les connexions sur les réseaux sociaux. Ça, c'est important parce qu'on parlera du cas d'un de nos clients tout à l'heure, mais c'est très lié. 2 milliards de connexions sur les réseaux sociaux par jour. Ça aussi, c'est phénoménal. Et tout ça, c'est exponentiel, donc après, on en perd la raison. Et puis, je m'arrête là parce que c'est très ennuyeux, ces chiffres. Non, c'est pas du tout ennuyeux, mais il est important de savoir quoi en faire. Peut-être vous pouvez nous donner un exemple d'un client que vous avez accompagné et justement de cet usage intelligent de la data et pas de la big data, parce que big data, ça fait un peu peur, effectivement. Oui, alors j'avais envie de partager en fait avec vous le cas un cas qu'on travaille avec la société Fluide aux États-Unis pour le client North Face, donc les équipements sportifs, pour la rando, l'outdoor. Et alors, je reprends mes petites notes parce qu'il ne faut pas que je vous fasse l'histoire dans le désordre. Mais ce qu'on développe pour North Face avec Fluide, c'est un système d'assistant shopper virtuel. Tout ça autour de la technologie Watson, qui est une technologie IBM pour faire de l'informatique cognitive. Et juste pour rappel, pour vous qui n'êtes pas geek, mais quel est le devenir, parce que le marketing doit devenir geek. Watson, aux États-Unis, il y a quelques années, a gagné le jeu Jeopardy. C'est un équivalent de Question pour un champion. Donc voilà, c'est l'informatique cognitive avait gagné ce jeu. Donc maintenant, on cherche des applications business et il y en a de plus en plus. Aujourd'hui, dans le retail, pour North Face, imaginez donc le site web de North Face et vous allez communiquer avec le site web, donc un internaute lambda, qui posera sa question en langage naturel à l'assistant shopper, donc verbalement, comme il s'exprime, comme je m'exprime aujourd'hui. Alors la question pourrait être par exemple, je m'équipe pour 15 jours en sac à dos, de quoi ai-je besoin? Watson va analyser ce que je viens de lui dire et va me présenter le résultat de sa recherche. Et vous avez vu la façon dont je l'ai exprimé, ma demande. Elle n'est pas du tout si simple. Je m'équipe, déjà équipé, plein de sens sur ce mot. Pour 15 jours en sac à dos, qu'est-ce que ça veut dire? Donc voilà, Watson, il a compris tout ça et il me rend une recherche, enfin des éléments relatifs à ce que je viens de lui demander. Il a compris ce que j'ai demandé. Alors pour aller plus loin, on peut se dire, tiens, de quel sac à dos j'ai besoin pour aller à Fitzroy en Patagonie en hiver? Idem, le résultat de ma demande va revenir sur mon écran, extrêmement pertinent. Watson a analysé la Patagonie, le climat, l'altitude, la saison, et donc va venir avec une sélection de sacs techniques relatifs à ma demande. Et j'en vois un là qui m'intéresse, il est marqué ABS, système ABS. Je demande à Watson, ABS c'est quoi? Alors, on a fait une recherche toute simple sur Google. Vous tapez ABS, si vous regardez le nombre de résultats que vous obtenez. 740 millions parlent d'anti-lock system, ou alors mieux de abs of steel, abdominaux. Mais absolument pas de anti-avalanche system, qui est en l'occurrence, là dans le contexte de ma démarche, ce que le site de North Face va m'expliquer. Alors là, dans 70% des cas, un internaute bien constitué s'en va du site et puis va chercher dans les classements, les systèmes de ranking, ce qu'on dit du sac à dos en question. Et il part de la plateforme et il ne revient pas dans 70% des cas. Là, en direct, sur le site de North Face, vous posez cette demande, que disent les classements?
Et Watson va chercher sur des dizaines de milliers de sites, de forums, les classements dont on parle sur ce sac à dos en question et sur celui de North Face également, donne le ranking, tout cela donc sur une seule et même plateforme. Donc j'achète, puis alors après on a toutes les méthodos classiques, on va pouvoir faire du push de produits additionnels, on peut partager le résultat de mon expérience sur les réseaux sociaux, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans tout ce que je viens de vous décrire, tout ça, ça se fait sur une seule et même plateforme. Je ne me suis jamais connectée à une autre plateforme, et je crois que ça c'est la grande force de ce qu'on peut proposer aujourd'hui en commerce cognitif. C'est sûr, on aimerait tous avoir un Watson avec nous quand on fait son shopping, autant exploiter sa data, mais aussi aller chercher la data à l'extérieur pour pouvoir enrichir cette expérience client. C'est un peu tout l'enjeu effectivement de North Face. Merci beaucoup. Peut-être on va demander à la salle si vous avez des questions. Donc c'est le moment. On va ouvrir la petite fenêtre d'interactivité. Donc si vous avez des questions, des commentaires à faire, allez-y. Allez-y. On peut peut-être mettre la lumière un peu plus fort. Et puis, qu'on puisse vous voir. Est-ce que vous avez envie de poser une question? Oui, ici. Et si vous pouvez vous mettre debout, comme ça, les intervenants peuvent vous voir, c'est important. Merci. Bonjour. Une question pour Comptoir des Cotonniers. J'ai compris que le système que vous avez mis en place maintenant allait s'inscrire durablement. Alors, comment vous faites pour lever les freins éventuels au sein de votre réseau pour que ça ne soit pas vécu comme une concurrence ou une cannibalisation des boutiques existantes? Alors c'est effectivement la vraie question du retail aujourd'hui. On a déjà passé une première étape, je pense. Il y a 4-5 ans, il y avait une vraie notion de compétition entre les boutiques et le e-commerce. En tout cas, chez Comptoir et des Cotonniers et Princesse Tam Tam, donc les deux marques dont je m'occupe, on a dépassé ce stade-là. Avant tout, en expliquant deux choses. La première, grâce à des études internes qui montrent par exemple que 65% des clients qui viennent sur le site viennent pour préparer leur achat en boutique. Donc plus on fait du e-commerce, plus on est performant, plus finalement on emmène du trafic en boutique. Donc ça permet aussi de désacraliser le côté je te pique du business. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de techniques qui sont en cours sur comment je rémunère les boutiques, sur des nouveaux actes d'achat. On a mis des tablettes en boutique, par exemple, pour acheter des produits qui étaient en rupture de stock. Donc c'est un chiffre d'affaires e-commerce, mais les équipes de vente sont intéressées à la vente sur ce chiffre d'affaires-là. Il y a également le fait que, c'est le discours que je tiens, si on ne prend pas la vague maintenant, c'est le client qui de toute manière ne nous suivra pas. Donc il y a un côté incontournable à la situation que je leur présente comme un fait. Et je crois qu'on a, à travers le fast shopping, démontré qu'on avait été capable de prendre la vague. Il y a une vraie fierté dans le réseau d'avoir eu une aussi jolie campagne de publicité. Au-delà des résultats de la campagne en tant que telle, cette semaine-là a été des semaines records en magasin. Donc ça veut dire que ça a servi aussi de publicité dite traditionnelle. Et donc on lève les freins par l'exemple, c'est-à-dire on y va un tout petit peu de manière violente, on les a prévenues, elles étaient formées à expliquer aux clientes ce qu'était le fast shopping. Il y avait des flyers en boutique qui expliquaient ce qu'était le fast shopping. Donc elles ont été formées et elles en ont vu le résultat. Et je crois qu'en tout cas c'est ma démarche, c'est toujours construire sur le résultat et de mettre en valeur les résultats. Demain, la problématique, elle devient encore plus compliquée puisqu'on va leur demander d'être des acteurs majeurs du chiffre d'affaires Internet. Et là, on est majoritairement, il ne faut pas se leurrer sur la rémunération des ventes faites en boutique sur le chiffre digital. Je pense que c'est la clé du succès. Deux dernières choses que l'on met en œuvre, on a une cellule qu'on a appelée hashtag Inspiration Innovation, qui est en fait une newsletter qui aujourd'hui est envoyée de manière hebdomadaire à l'ensemble des équipes, que ça soit au siège mais également en boutique, qui reprend toutes les innovations qui se passent dans le monde, c'est-à-dire pas obligatoirement celles de Comptoir, mais surtout celles des autres, et qui finalement chaque semaine permet de montrer les innovations de Ikea, de un tel, de un tel, de un tel, et qui permet de leur faire comprendre, c'est vraiment de l'accompagnement du changement, que ce monde change et que quand on est en boutique, on n'est pas directeur marketing, on n'est pas directeur digital, et ben on n'est pas obligatoirement si informé de la chose, mais par la démonstration que le monde entier est en train de bouger,
ça permet de comprendre que l'entreprise a besoin de bouger également et de continuer à innover. Et on a une personne qui s'occupe de cette veille digitale et qui fournit à l'ensemble de la population du groupe, toutes les semaines, avec un taux d'ouverture à 60% de cette newsletter, tout ce qui se passe sur le digital aujourd'hui et qui impacte le retail. Et je pense que c'est donc deux éléments forts, l'aspect rémunération et vraiment l'aspect évangélisation en interne. Est-ce que c'était une idée de quelqu'un, d'un individu, ou est-ce que c'était un groupe de travail? Comment est-ce que ça est venu, cette idée de la newsletter? Non, de fast shopping. De fast shopping. Là, pour le coup, c'était plutôt moi. Mais... oui, on peut l'applaudir, parce que c'est quand même pas mal comme idée. En fait, pour tout dire, il y a 2 ans, j'avais vu la photo Tesco, pardon, la photo Tesco qui avait fait, voilà, ouais. Et je m'étais toujours dit, mais pourquoi ils n'en ont pas fait un vrai réseau? Et puis on a attendu 2 ans parce qu'on n'avait pas l'aspect technologique pour répondre à l'efficacité du parcours client, pour le mettre en œuvre. En revanche, au-delà d'une idée, parce que c'est toujours bien d'avoir des idées, moi j'en ai 40 milliards, il y en a sur les 40 milliards, il y en a 39 milliards 901 qui sont mauvaises. Au-delà de l'idée, c'est comment est-ce que ça arrive à en faire un élan collectif dans une entreprise. Et donc là, ça a été simplement de mettre tout le monde autour de la table, de dire on a un défi, c'est un truc qu'on peut se prendre une grosse pelle, comme à la rigueur on peut extrêmement réussir, et tentons-le. Donc on l'a fait en interne, et ce qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'on a rassemblé les experts autour. Donc il y avait JC Decaux, il y avait notre agence Marcel. Tout le monde a acheté tout de suite, ou est-ce qu'il y a eu des résistances? Non, je pense que ce qui a continué à amplifier le phénomène en interne, c'est-à-dire qu'on a eu un miroir extrêmement positif de cette innovation par les experts complémentaires, qui a renforcé l'idée qu'on tenait quelque chose de bon et qu'il fallait continuer. Voilà. Et donc... ça, c'est un premier sujet. Et le deuxième, c'est que notre groupe a une doctrine qui est très forte, qui est commence par essayer, si tu te plantes, c'est pas grave. La deuxième idée sera meilleure que la première. Je pense que ça, c'est fondamental parce qu'on a pris un risque majeur. On aurait pu très bien avoir une campagne de communication qui, fonctionnait pas et qui se retournait contre nous parce qu'on n'attendait pas obligatoirement au comptoir sur ce type d'innovation. Voilà, donc je pense que c'est la culture du groupe qui est importante aussi là-dessus. D'autres questions, d'autres commentaires ici? Oui, bonjour. Vous pouvez vous mettre debout pour qu'on puisse vous voir, voilà. Bonjour. Dans le cadre de l'expérience North Face, donc une expérience retail de la part d'un équipementier, est-ce que vous intégrez les commentaires d'utilisateurs, qui peuvent être critiques, qui peuvent être dithyrambiques, mais comme on est en expérience de retail de marque, est-ce que la marque s'autorise à faire remonter tout ce qui ressort de l'expérience? Et ma deuxième question serait, est-ce qu'une marque vous semble légitime à, je dirais, essayer d'apporter une réponse objective à des questions d'un utilisateur versus un retailer? Alors, sur la première partie de la question, la transparence est juste absolument nécessaire. Il n'y a pas de débat, bien entendu. Et puis, il n'y a pas de contrôle de North Face sur ce qu'on va chercher. Watson va chercher le résultat de ses classements et présente le résultat du classement en intégrant bien entendu le classement de North Face. Et alors la deuxième question, je dois avouer que je ne suis pas bien certaine d'avoir bien saisi ce que vous me demandiez. C'est du moment où je pense une marque est forcément légèrement subjective sur ses produits. Est-ce qu'elle a finalement cette légitimité à accompagner l'achat d'un consommateur versus une enseigne qui serait multimarque ou en distribution multiple? En l'occurrence, ce que je trouve intéressant dans le cas de North Face, c'est qu'on va faire en sorte de garder l'internaute de la phase de découverte à la phase d'achat. C'est vraiment ça l'intérêt. Après, ça peut se faire dans d'autres contextes, dans un contexte multimarque également, pourquoi pas. Mais là, vraiment, la démarche, c'est de se dire comment j'évite ces 70% de déperdition. C'est ça. Ça part d'un objectif simple. Et derrière, il y a une méthodologie et un système complexe. Mais pour que de la découverte à la recommandation, finalement, parce qu'on va jusqu'à la recommandation, on garde l'internaute sur un seul et même site. Oui, c'est clair que sur North Face, l'expérience et le consommateur est déjà sur le site North Face, donc là on peut se dire que la marque est légitime pour accompagner son client dans son achat. Juste un petit mot pour conclure, parce que je crois que absolument, le timing... Oui. Non, moi je voudrais faire, pour conclure, une petite ode à la créativité et à l'innovation, parce que comme je le disais en introduction,
le responsive retail, responsive experience, il y a tout à inventer. Et je voudrais partager avec vous une philosophie du groupe Publicis qui est le Lead the Change. Lead the Change or the Change will lead you. En fait, effectivement, partons du consommateur, du fait qu'il change ses comportements et qu'il est en permanence connecté pour nous adapter à lui et remettre à zéro finalement les compteurs de nos guides marketing des années 60, 70, 80 pour réinventer nos métiers. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Et merci à tous.